Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes mardi 7 juillet 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Le 7 juillet, c'est la journée internationale du Swahili. Au Burundi, c'est une langue d'intégration confrontée aux défis de son enseignement. Les enseignants du Swahili reconnaissent leurs limites et certains renoncent à dispenser les cours. Lancement de l'examen d'État où près de 54 000 finalistes attendus à l'examen d'État pour l'accès à l'université. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal comment au Burundi, les violences contre les femmes, les filles et les enfants restent alarmantes selon un rapport mensuel de l'Organisation du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page économie où la corruption et les malversations entretenues dans le secteur de jeu d'argent engendrent un bras de fer qui tourne désormais autour de la compétence des sociétés de contrôle et de régulation. Nos sources au ministère du Commerce révèlent que la société OneXBet conteste les paiements des 4 milliards 141 millions lui imposés par la LONA et la société OneXBet aurait sollicité l'intervention du ministre des Finances. Dossier signé nos collègues Bobulu Gulika et Walter Cuizera. La principale raison pour laquelle OneXBet a refusé de payer l'amende imposée par l'ONA d'un montant de 4 milliards 141 millions de francs burundais est que OneXBet n'avait pas pleinement compris sur quoi l'ONA s'était fondée pour imposer une telle amende. Selon nos sources au ministère du Commerce, OneXBet a été condamné à une amende de plus de 4 milliards de francs burundais sans en connaître le motif, alors que son dernier paiement en juin s'élevait à 3 milliards 549 millions de francs burundais. Suite à cette situation, OneXBet a demandé à l'ONA de s'expliquer sur cette amende et sur le calcul du montant dû, mais l'ONA n'a jamais répondu. Selon nos sources dans le ministère du Commerce, OneXBet a continué d'interroger l'ONA afin de savoir si les plus de 4 milliards de francs burundais déduits incluaient les sommes récemment versées, car les montants retenus n'avaient aucun lien avec la dernière facture reçue, ce que l'ONA a reconnu. Cependant, l'ONA n'a toujours pas justifié le montant réclamé à OneXBet. Nos sources au ministère du Commerce continuent d'indiquer qu'au lieu de clarifier le montant, son mode de calcul et ses causes, l'ONA a informé OneXBet qu'elle ne changerait pas d'opposition et qu'elle devait payer les 4 milliards 141 millions de francs burundais avant le 6 juillet de cette année 2026. Selon des sources fiables du ministère du Commerce, la situation s'est encore aggravée pour OneXBet. L'ONA a en effet ordonné au directeur général de l'Unicash de cesser tout virement vers le compte de OneXBet, à l'exception des sommes que OneXBet devait reverser à l'ONA. Cette décision a perturbé les opérations de OneXBet, qui a finalement saisi le ministre des Finances afin de résoudre les différends qui l'opposaient à l'ONA. Merci à Bobulu Gulika et Walter Cuizera. Comme je vous le disais en titre, les cas de violence commises contre les femmes, les filles et les enfants demeurent préoccupants dans plusieurs localités du Burundi. Selon le rapport mensuel de l'Organisation du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, publié au terme du mois de juin, 8 femmes et filles ainsi que 2 enfants ont perdu la vie dans des circonstances violentes. Le document fait également état de nombreux cas de violences basées sur le genre, notamment des violences sexuelles visant des femmes, des filles et des enfants. Les détails avec David Claude Bananayo. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi indique dans ce rapport que 8 femmes et filles ont été tuées au cours du mois de juin 2026. Parmi elles, 5 ont été retrouvées mortes. Les provinces de Bujumbura et Gitega figurent parmi les localités les plus touchées par ces crimes. Selon le rapport, certains des auteurs présumés sont des membres de la famille des victimes,
tandis que d'autres n'ont pas encore été identifiés. Concernant les enfants, le MFFPS fait état de 2 cas d'homicide. Le premier concerne un nouveau-né dont le corps a été découvert dans la commune de Matana, en province de Burunga. Le second est celui d'un enfant âgé de 15 à 17 ans, retrouvé mort dans la commune de Tangara, en province de Butanyerera. S'agissant des violences sexuelles, le rapport signale le viol d'une adolescente de 17 ans dans la commune de Mugere, en province de Bujumbura. Le MFFPS rapporte également 2 cas de violence physique contre les femmes. La première victime, âgée de 20 ans et résidente dans la commune de Karusi, en province de Gitega, a été battue par son conjoint, ce qui a entraîné la perte d'une grossesse de 3 mois. La seconde, une femme de 35 ans vivant dans la même commune, a été grièvement blessée au bras gauche après avoir été agressée par son mari. Le mouvement MFFPS souligne que les violations des droits des femmes, des filles et des enfants demeurent une préoccupation majeure au Burundi. Il appelle les autorités compétentes à mener des enquêtes impartiales et diligentes afin que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Le MFFPS recommande également le renforcement des mesures de prévention des violences basées sur le genre et de celles commises contre les enfants. Merci à toi, David Claude Bananayo. Toujours droit de l'homme. Les habitants de la ville de Bujumbura protestent contre les opérations illégaux menées ce lundi dernier par les Imbonerakure. Outre le fait que de nombreuses personnes ont été harcelées dans leurs activités quotidiennes, les citoyens se disent très mécontents de ces agissements et demandent aux autorités de mettre fin à ces opérations. Balthazar Mivuro nous fait le point. Il s'agit d'un habitat de Bujumbura qui critique les événements de lundi dernier lorsque les Imbonerakure ont arrêté des citoyens sans qu'ils comprennent ce qui leur était reproché. Si les arrestations et les perquisitions ont principalement concerné des hommes et des jeunes hommes, certains de ceux qui se sont confiés à leur RPA ont expliqué leur inquiétude, ne comprennent pas comment ce qui était censé assurer leur sécurité pouvait perturber leur travail et les empêcher de vaquer à leurs occupations. Nous, citoyens de Bujumbura, sommes préoccupés par la manière dont la police, en collaboration avec les Imbonerakure, perturbe notre sécurité, alors même qu'elle est censée nous protéger. De loin, j'observe ces policiers arrêter des personnes sur leur lieu de travail, sur le chemin de travail ou en revenant. Dans ces cas-là, ils ne donnent aucune explication. Ils vous arrêtent simplement sans rien vous dire. Nous demandons aux autorités de former la police à un comportement respectueux. Lorsqu'ils contrôlent une personne et lui demandent ses papiers d'identité, ils doivent systématiquement la laisser partir. Après ce qui leur est arrivé hier, ces habitants de la ville de Bujumbura demandent aux Imbonerakure et à la police de mettre fin à ces agissements. Ils demandent aussi que, si des interventions sont nécessaires, elles soient menées dans le respect de la loi. Nous demandons instamment au ministre de l'Intérieur d'entendre ces doléances et d'y mettre fin. Lorsqu'il procède à un contrôle d'identité, les policiers devraient porter des uniformes identifiables, car c'est nous qui payons des impôts pour leur achat. À chaque arrestation, ils se contentent d'informer la personne du motif de son arrestation, de lui présenter ses papiers et de la relâcher. Par exemple, des magasins sont restés fermés hier et des personnes n'ont pas pu se rendre au travail à cause de ces arrestations. Nous demandons que ces agissements cessent. Pour rappel, à ce premier jour de la semaine, la police et les Imbonerakure ont arrêté des hommes et des jeunes hommes dans les différents quartiers de Bujumbura où ils ont été conduits au BCR sans qu'on leur explique les effets qui leur étaient reprochés. Certains ont été libérés après avoir payé une caution de 10 000 francs chacun. Merci à toi, Balthazar Mivuro. Dans la rubrique réfugiés à présent, les agents d'IASTER, accompagnés des autorités administratives, ont rendu visite ce lundi à 102 familles de Burundaises rapatriées de force de Tanzanie. Ces familles sont installées sur le site de Muchanga, dans la commune de Nyanza, province de Burunga, depuis le 23 juin 2026. Alors que ces familles ne cessent de dénoncer le fait que la plupart d'entre elles n'ont encore reçu aucune assistance depuis leur arrivée, leurs doléances ont finalement été entendues. Les responsables ayant effectué cette visite ont reconnu qu'il y a eu des manquements dans la prise en charge. Ils ont ensuite réparti
réparti les 102 familles en 4 catégories selon les modalités de l'assistance qui leur sera accordée. Toutefois, les familles classées dans la 3e catégorie ont été informées qu'elles ne bénéficieront d'aucune aide. Une décision vivement contestée par les rapatriés, comme l'explique l'un d'entre eux. Un agent du HCR et un représentant des autorités sont venus nous rencontrer. Ils ont d'abord appelé un premier groupe en expliquant qu'ils vont corriger certaines erreurs commises dans les dossiers. Ensuite, pour le deuxième groupe, ils ont dit que certaines personnes ne figurent sur aucune liste. Ils ont expliqué que leurs informations d'identité n'ont pas encore été transmises depuis la Tanzanie et qu'il faut donc les enregistrer à nouveau. Pour le troisième groupe, on constate des situations incompréhensibles. Par exemple, dans une famille de 10 personnes, une seule est reconnue comme réfugiée. Dans une autre de 4 personnes, 3 sont reconnues et une est exclue. Ces personnes sont complètement désemparées. Nous ne comprenons pas comment les parents peuvent être reconnus comme réfugiés alors que leur enfant est déclaré ne pas l'être. Ou encore un enfant qui avait fui avec sa grand-mère, par exemple, qui avait été enregistré comme réfugié dans le camp et figuré sur les mêmes documents que sa famille, se retrouve soudainement exclu. Comment peut-on dire qu'il n'est pas réfugié alors que ses parents le sont? Le quatrième groupe est composé de personnes qui attendent toujours l'assistance alimentaire du PAM. On leur a annoncé que les fonds versés par le HCR ont été ramenés à la banque parce qu'ils ne pouvaient pas les conserver en espèces. Ils devront attendre que leur nom figure sur une nouvelle liste avant de recevoir leur aide. Nous vous demandons sincèrement de continuer à plaider en notre faveur. Les personnes présentes ici viennent de différentes régions. Certaines familles sont déjà parties. Nous avons été trompés et nous avons même envoyé nos enfants. Là où ils se trouvent, ils pensent que leurs parents ont reçu cette aide financière, alors que la faim est en train de nous tuer ici. Nous demandons aux responsables de cesser de jouer avec notre situation. Nous leur avons présenté les documents qu'ils nous ont eux-mêmes délivrés. Parmi nous, il y a des femmes, des hommes, des personnes âgées, ainsi que des personnes qui se déplacent à l'aide d'une canne. Dans la rubrique éducation à présent, à peu près 54 000 lauréats, dont environ 31 000 filles, sont attendus dans tout le pays à passer l'examen d'État qui donne aux finalistes du cycle post-fondamental l'accès de poursuivre les études universitaires. Ceci a été déclaré par le ministre de l'Éducation lors du lancement officiel de cet examen en province de Bujumbura ce mardi 7 juillet 2026. François Habyarimana a salué que 40% des candidats à l'examen d'État sont de l'enseignement de métier. Il a également conseillé les lauréats à bien se préparer à faire les épreuves en toute tranquillité afin d'obtenir d'excellents résultats. Suivez plutôt le ministre de l'Éducation, François Habyarimana. Au total, nous avons 53 840 candidats qui étaient attendus, parmi lesquels on enregistre environ 31 000 filles et 40% de ces candidats sont des lauréats de l'enseignement technique. Vous comprenez donc que l'éducation des filles dans notre pays se trouve en tout cas au bon niveau. Nous avons profité pour prodiguer des conseils à ces candidats. Le premier conseil, c'est qu'ils doivent mettre beaucoup plus d'efforts pour qu'ils puissent réussir l'examen d'État avec une excellente note. C'est que ceux qui vont réussir avec une excellente note, ils auront l'occasion d'être inscrits dans les universités publiques où le Minerval n'est pas exigé, plutôt où ils auront droit au pré-bourse, ce qui va leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions, surtout pour les familles qui sont vulnérables. Le deuxième conseil que nous avons donné, c'est qu'ils doivent travailler de façon, assidue pour qu'ils puissent aussi réussir avec une excellente note. Surtout, nous leur avons conseillé de ne pas se décourager, parce que s'ils se découragent, c'est un facteur qui va entraîner l'échec. Nous profitons donc de cette occasion pour demander aux parents qu'ils doivent leur donner du temps suffisant tous les jours de passation afin qu'ils puissent avoir le temps de faire la révision de leur matière.
Nous avons tout simplement constaté au lycée Skepels de Nyakabiga un candidat qui est arrivé en retard et nous avons donné l'ordre que les surveillants l'autorisent à passer l'examen sans aucun problème. Nous avons été alertés par les journalistes qui étaient sur place. C'est un candidat qui avait un problème familial qui a fait qu'il est arrivé en retard. Donc c'est un petit incident, je dirais, qui n'est pas vraiment majeur et qui n'entache pas le bon déroulement de l'examen d'État. Toujours dans la rubrique éducation, le ministre François Bierimana aurait-il été induit en erreur en décidant la fermeture de l'école internationale de Gitega ou l'a-t-il fait sciemment? Le fait est que les motifs avancés pour justifier la fermeture de l'école internationale de Gitega reposent sur des accusations mensongères. Un reportage de Innocent Volonté, Singilang Nabo. Après l'annonce de la fermeture définitive de l'école qu'ils soutiennent, les responsables de l'établissement ont réuni les parents d'élèves le 3 juillet 2026 afin d'échanger sur les démarches à entreprendre. Au cours de cette rencontre, la plupart des parents se sont dit stupéfaits par cette décision. Ils affirment ne pas comprendre comment le ministre de l'Éducation a pu ordonner la fermeture d'un établissement dont les diplômes sont reconnus et validés par son propre ministère depuis plus de 20 ans. Selon eux, cette mesure portait préjudice non seulement aux promoteurs de l'école, mais également au système éducatif burundais. Écoutons le témoignage d'un parent d'élève recueilli par la télévision Jumuiya TV. Cette école existe depuis plus de 20 ans. Elle a formé de nombreux élèves et contribue au développement de notre pays, en particulier de la province de Gitega. Sa fermeture représente une véritable perte. Aujourd'hui, nous ne savons plus vers qui nous tourner. Il s'interroge toutefois sur le fait que le ministère de l'Éducation ait pendant toutes ces années délivré des diplômes aux élèves issus de cet établissement. Il rappelle également que dans la lettre annonçant la fermeture de l'école, le ministre Habyarimana a autorisé les candidats à passer les examens d'État, ce qui, selon eux, démontre qu'il reconnaît lui-même leur parcours scolaire. Les responsables de l'école contestent également l'affirmation selon laquelle l'établissement occuperait illégalement un terrain appartenant à l'État. Son représentant légal, Deo Kavakure, rejette catégoriquement cette accusation. Il affirme que les documents fonciers existent et que le ministère ne les a jamais réclamés avant de prendre sa décision. Ça fait 43 ans que cette école fonctionne. Nous avons les documents qui nous autorisent à travailler. Nous leur avons dit que ces documents existent. Mais ils ne nous ont pas demandé si nous les avions ou non. Ils se sont empressés d'écrire ce rapport et je pense que c'est sur celui-là que le ministre s'est basé. Pourquoi le ministre aurait-il décidé de fermer cette école sur la base de ce que ses responsables qualifient de fausses accusations, alors qu'il disposait, selon eux, de copies des documents démontrant le contraire? Pendant ce temps, des informations que la RPA continue de vérifier indiquent que le terrain sur lequel est implantée l'école susciterait l'intérêt de certains hauts responsables du pays. Parmi les personnes citées figure Révérien Dikolio, président du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Merci à toi, Innocent Volonté, Singilang Habo. Comme je vous le disais en titre, le monde a célébré ce mardi la journée internationale de langue swahili qui est célébrée chaque année le 7 juillet. Elle a été proclamée en novembre 2021 par l'UNESCO lors de sa 41e conférence générale. Cette journée a été instituée pour reconnaître l'importance du swahili comme l'une des langues africaines les plus parlées, utilisée par plus de 200 millions de personnes en Afrique de l'Est, centrale et australe. Le swahili joue un rôle majeur dans la communication, l'intégration régionale, l'éducation et la promotion de la culture. Aujourd'hui au Burundi, cette langue fait face à plusieurs défis, notamment le manque d'enseignement qualifié et l'insuffisance de matériel pédagogique,
ce qui freine son développement et sa promotion. Les détails avec Rémi Ndelagakura. Dès que le Kirundi demeure la langue la plus parlée au Burundi, le Swahili continue de renforcer progressivement sa place dans plusieurs secteurs de la vie nationale. La langue officielle depuis 2018, il est aujourd'hui considéré comme un outil important d'intégration régionale et de développement économique. Dans le secteur de l'éducation, le Swahili est enseigné dans plusieurs écoles secondaires ainsi qu'à l'université. Des départements spécialisés ont été mis en place afin de former des enseignants et des professionnels capables de répondre aux besoins croissants du pays. Les autorités éducatives encouragent également son apprentissage pour faciliter la mobilité académique et professionnelle au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Sur le plan économique, cette langue occupe une place de plus en plus importante dans les échanges commerciaux. Les commerçants burundais qui travaillent avec la Tanzanie, la République démocratique du Congo ou encore le Kenya utilisent régulièrement le Swahili pour communiquer avec leurs partenaires dans les villes frontalières et les centres urbains. Son usage est devenu courant dans les marchés, les gares routières et certains services. Cependant, plusieurs défis persistent. Le nombre d'enseignants qualifiés reste insuffisant et les supports pédagogiques disponibles demeurent limités. Dans de nombreuses régions rurales, le Swahili est encore peu pratiqué. Le Kirundi conserve une place dominante dans la communication quotidienne. Malgré ces obstacles, les observateurs estiment que l'importance du Swahili devrait continuer à croître dans les années à venir. L'intégration régionale, l'augmentation des échanges commerciaux et les réformes du système éducatif pourraient contribuer à faire cette langue un outil de communication de plus en plus incontournable pour les Burundais. Rappelons que le Burundi a accueilli la 3e conférence internationale sur la langue Swahili du 5 au 7 juillet 2026. Cette rencontre a été organisée dans le cadre de la célébration de la 5e journée internationale de la langue Swahili, reconnue par l'Organisation des Nations Unies comme l'une des langues internationales officielles utilisées. Le Swahili continue de connaître une expansion remarquable. Le secrétaire exécutif de la Commission du Swahili de la Communauté d'Afrique de l'Est, Caroline Asimwe, a indiqué que cette langue est de plus en plus parlée en Afrique ainsi que dans le reste du monde. Selon elle, le Swahili est aujourd'hui utilisé par plus de 250 millions de personnes. Merci à toi Rémi Ndelagakura. Pour ce même jour, les enseignants de Swahili affirment que même s'ils enseignent cette langue, ils ne la maîtrisent pas suffisamment. Face aux difficultés qu'ils rencontrent, certains choisissent d'abandonner cet enseignement, comme l'explique cet enseignant interrogé par la RPA. Cette journée internationale consacrée à la langue Swahili, vraiment, on dirait que c'est une belle occasion pour lancer un appel vive au gouvernement, parce que nous, en tant qu'enseignants, nous sommes obligés d'ailleurs d'enseigner une langue que nous ne maîtrisons même pas. On est obligé d'enseigner le Kiswahili alors qu'on n'a même pas ces connaissances suffisantes dans cette langue. Et plus l'enseignant dispense des leçons dans une langue qu'il ne maîtrise pas, l'échec va incomber à l'enfant. L'enfant ne saura pas comment maîtriser aussi cette langue aussi longtemps que l'enseignant aussi ne maîtrise pas cette langue. Pour ça, nous, en tant qu'enseignants, nous lançons un vibrant appel encore au gouvernement de pouvoir donner toutes les capacités à l'enseignant pour qu'il puisse bien dispenser ces leçons. Sinon, si l'enseignant continue à dispenser des leçons dans une langue qu'il ne maîtrise pas, c'est que l'élève aussi aura moins de connaissances en la matière. Mais actuellement, il y a des enseignants qui se sont mués vers des clubs pour pouvoir enrichir leurs connaissances. Mais comme ces connaissances qui sont acquises moyennant une certaine somme, l'argent que l'enseignant est pauvre ne peut pas aussi payer cet argent. C'est pour cette raison que vraiment, cette langue serait une langue qui est dans la communauté est-africaine, mais pour les Burundais, il nous sera difficile de pouvoir maîtriser cette langue. La langue Swahili bénéficie de peu d'heures d'enseignement dans les écoles. Par ailleurs, tant les enseignants que les élèves ne la pratiquent généralement qu'à l'école. Les établissements scolaires ne disposent pas non plus de matériel pédagogique adapté. J'ai essayé d'évaluer aussi bien les élèves que les enseignants et le niveau reste très faible. J'ai également constaté que depuis la 6e année, le Kiswahili bénéficie de très peu d'heures de cours.
Ce Kiswahili est fortement négligé. Les élèves ne l'utilisent qu'à l'école et cessent de le pratiquer une fois à l'extérieur. Dans toute la direction provinciale de l'éducation de Burumuza, cette langue est enseignée par de nombreuses personnes qui ne disposent pas de compétences nécessaires. De plus, les outils pédagogiques pour l'enseignement de Kiswahili, comme les radios, font défaut. Beaucoup d'écoles n'en possèdent pas. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce mardi 7 juillet 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire, Ila Trumba. Bonne soirée chez vous.